Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle session de nos informations. À la une de cette édition du journal, un camion transportant de la braise s'est écroulé tôt le matin de ce jeudi dans la commune de la Kenya, précisément sur l'avenue circulaire. Le mauvais état de la chaussée serait à l'origine de cet accident. Nous parlerons également santé dans cette édition du journal avec la célébration ce deuxième jeudi du mois de mars de la journée de sensibilisation contre les maladies rénales. La maladie du rein est le plus souvent diagnostiquée qu'à un stade déjà avancé. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Nous commençons par cette nouvelle qui nous vient de la province du Nord Kivu. 3 ADF, dont un Ougandais, écopent de la peine de 10 à 20 ans de prison. Tel est le verdict du tribunal militaire garnison de Béni qui siégeait en matière répressive au premier degré. Ces condamnés Bwambale Bwaka, Tembo Kasso Kolo et Kambale Kazingufu paieront aussi 300 000 francs de dommages et intérêts. Autre chose à présent, pendant 3 jours, les experts du gouvernement et partenaires vont réfléchir sur comment éradiquer le choléra en République démocratique du Congo. À ce sujet, un atelier organisé par la Commission nationale de l'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement a été ouvert par le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwamdo Simba Kabulo. Des précisions avec Célestin Muganza et Dieudonné Kanida. Dans le souci d'éradiquer totalement le choléra en République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwamdo Simba Kabulo, en sa qualité de président du comité de pilotage de la Commission nationale d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, a procédé mercredi 9 mars 2022 à l'ouverture de l'atelier d'évaluation du plan multisectoriel d'élimination du choléra en République démocratique du Congo qui va de 2018 à 2022. Organisé par le comité d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, CNAEA en sigle, avec l'appui de la Fondation Veolia, cet atelier de 3 jours vise à faire d'abord un bilan de la situation actuelle du choléra en République démocratique du Congo, passer en revue les forces et faiblesses liées à la mise en œuvre du plan d'élimination du choléra et aussi préparer le prochain plan 2023-2027. Le ministre d'État, ministre du plan, Christian Mwamdo Simba Kabulo, président du comité de pilotage, a dans son mot d'ouverture salué la tenue de ces assises. Il a également exhorté les participants à atteindre les objectifs fixés. La RDC s'est engagée depuis plus d'une quinzaine d'années dans le processus d'élimination du choléra à travers une approche multisectorielle. Je compte aussi sur les échanges que vous aurez avec vos collègues d'autres pays qui devront se joindre au 3e jour de l'atelier pour formuler un plaidoyer qui permettra de généraliser la lutte multisectorielle contre le choléra en Afrique. Plusieurs ministères sectoriels sont membres de ce comité de pilotage que préside le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwamdo Simba Kabulo. C'est notamment le ministère de l'Environnement, des Ressources hydrauliques, de la Santé, des Infrastructures, de l'Aménagement du territoire, pour ne citer que cela. À l'instar de la Covid-19, le choléra continue à affecter des milliers de personnes dans le monde, causant ainsi plusieurs morts dont la plupart se trouvent en Afrique subsaharienne. En République démocratique du Congo, la situation de recrudescence épidémique amorcée en 2016 contre le choléra s'est exacerbée étant donné que différentes stratégies élaborées n'ont pas été suivies à la lettre, rapporte le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Je le disais au sommaire de ce journal, le monde célèbre chaque 2e jeudi du mois de mars la journée de sensibilisation contre les maladies rénales. L'objectif, comme le dit le thème, est de sensibiliser le grand public sur cette maladie, le plus souvent diagnostiquée à un stade très avancé. Selon les nephrologues ou spécialistes des maladies rénales, ces affections, font partie des premières causes de la mortalité. Des précisions avec Suzy Ogolelo et Ben Kaimbe. Une mauvaise alimentation, l'automédication, les 2 éléments font partie des causes premières des maladies rénales.
Pour le docteur Didier Kaembe, un néphrologue, les facteurs aggravants sont le diabète et l'hypertension. Comme cause de l'insuffisance rénale chronique, nous avons justement les maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension qui, eux deux, déjà sont pourvoyeurs d'un grand pourcentage de maladies rénales chroniques. La maladie est plus souvent diagnostiquée à un stade très avancé, ce qui nécessite l'intervention de la dialyse ou de la transplantation. Un traitement qui s'est fait 3 fois la semaine poursuit ces spécialistes de la maladie rénale. Alors, dans le cas de l'insuffisance rénale chronique terminale, la dialyse doit se faire normalement 3 fois par semaine et à durée indéterminée, donc à vie. La deuxième possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle la transplantation rénale, c'est-à-dire qu'on prend le rein de quelqu'un qui est en bonne santé et au cours d'une opération, intervention chirurgicale, on va implanter ce nouveau rein au patient et c'est ce nouveau rein-là qui va maintenant permettre au patient d'épurer tous les déchets du corps et ainsi ça sera compatible avec la vie. Malgré le coût de cette intervention, il est tout de même possible de vivre avec cette maladie, indique Dr Tundouanzita. C'est possible de vivre aussi avec l'insuffisance rénale chronique aussi. Être malade du rein, ce n'est pas la fin du monde. Ils viennent 3 fois la semaine, ils sont pris en charge, ils passent 4 heures avec nous et enfin ils vont vaquer à leurs occupations. C'est depuis 2005 que la Journée mondiale du rein a été instituée à l'initiative de la Société internationale de la néphrologie et cette année 2022, le thème retenu est la santé rénale pour tous, comblant les lacunes en matière de connaissances pour un meilleur traitement des maladies rénales. Nous parlons toujours santé, cette fois avec le coronavirus. Kinshasa abrite les travaux de l'atelier d'induction et de lancement de la subvention Covid-19 en RDC. Des travaux qui ont pour objectif d'assurer la planification et la mise en œuvre des activités de la riposte par une bonne appropriation et compréhension de la subvention et même des outils à partager selon la procédure du Fonds mondial. C'est le professeur Jean-Jacques Mouyembe qui a procédé à l'ouverture de ces travaux, nous dit José Kalumba. Les lampions de l'atelier de révision et actualisation de protocoles nationaux de prévention et biosécurité s'y sont éteintes sur une note de satisfaction. À travers les réflexions nourries, ces travaux de Kisantou ont permis aux participants de passer en revue les différents protocoles de la PCI en vue d'élaborer des normes standards et doter la RDC des directives opérationnelles en matière de la prévention et contrôle des infections. Un nombre total de 14 protocoles ont été révisités et standardisés. Ce sont des protocoles qui vont concerner toute la République démocratique du Congo. La population congolaise n'a qu'à se réjouir parce qu'avec la mise en place et l'application de ces différents protocoles, il y aura moyen qu'il y ait un impact sur la santé de la population et la fréquence de maladies sera tant soit peu réduite. Nous devons sincèrement, sans se voiler la face, remercier le comité de l'organisation, notamment la direction nationale de l'hygiène et salubrité publique et aussi le comité national de lutte contre Covid, patronné par le prof Mouyembe. Mais ici, la commission est présidée par Dr Isabelle. Et nous avions eu de très bonnes orientations et nous pensons qu'à la fin de cet atelier aujourd'hui, ces SOP, donc les outils standards, seront de temps en temps utilisés, rapporter les données au niveau national et international et amener les gens à comprendre que l'attention des gens puisse se tourner vers la prévention et contrôle de l'infection de manière à ce que nous puissions faire augmenter le nombre de vies gagnées à la population en évitant les maladies évitables par l'hygiène. Des assises qui tombent à point nommé s'est réjoui. Le docteur Isabelle Lumwe Isangou, présidente de la commission PCI au secrétariat technique de la riposte et chef de bureau hygiène et salubrité publique Ville-Province de Kinshasa, qui entend par cet atelier
redynamiser les brigades de l'hygiène, les aider à jouer pleinement leur rôle afin de porter haut la PCI, la Coordination nationale de l'hygiène, et les chefs de bureau de l'hygiène des provinces du Congo central, au Katanga, Kinshasa, Otuele et Ituri, ainsi que leurs partenaires OMS, Oxfam, CDC Africa et ICAP ont pris part à ces travaux de Kisantu organisés par le secrétariat technique de la riposte que dirige le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Nous changeons de chapitre à présent pour parler des délabrements des routes qui seraient à la base des cas d'accident sur la ville de Lubumbashi. Le dernier cas en date est celui d'un camion contenant de la braise qui s'est écroulé au croisement des avenues Circulaire et Kasaï dans la commune de la Kenya. La scène s'est produite aux petites heures de ce jeudi. Aucune perte en vies humaines, mais on a enregistré des dégâts matériels considérables. Merveille Congolo chez Kinabanza. Ce camion s'est écroulé avec tout ce qui était à bord. Ces femmes, avec leurs marchandises, ont été secourues par les jeunes gens du quartier. Heureusement pour ces sacs de braise qui seraient encore récupérables, mais seulement que ces camions écroulés freinent la circulation, car visiblement aucune intervention n'est faite pour l'évacuer d'ici. Le drame se serait produit depuis 5 heures du matin de ce jeudi 10 mars 2022 au croisement des avenues Kasaï et Circulaire de la Kenya. Le mauvais état de ces deux routes serait la cause principale de cet accident, signalant par ailleurs qu'un cas similaire avait été enregistré il y a 2 semaines sur l'avenue Opemba de la Katuba. Le délabrement de la route en était également la cause. La réhabilitation des grandes artères serait une solution pour ces genres d'accidents, ont affirmé quelques louchois. Le collectif des jeunes katumbistes a choisi la commune de Kenya pour marquer d'un cachet spécial la journée de célébration du 8 mars 2022. L'on a noté la participation de plusieurs femmes venues de différentes sections de toutes les communes de Lubumbashi et d'ailleurs, bien avant cette célébration de la journée dédiée aux droits des femmes, le président du COGECA, David Kisimba, a effectué des visites dans différents coins de la République démocratique du Congo comme de l'étranger. La mission était celle de véhiculer la vision de Moïse Katumbi Chapwe, son leader politique. Ben Kaimbe nous en dit plus. Elles sont venues de tous les coins de Lubumbashi et d'ailleurs, ces femmes du collectif des jeunes katumbistes pour commémorer la journée des droits de la femme. Une célébration du 8 mars organisée également dans la ville montagneuse de Likasi ainsi qu'à Kinshasa. À Lubumbashi, le 8 mars 2022 a été marqué par un défilé qui avait comme point de chute la commune de la Kenya. Ici, les femmes COGECA ont été honorées par la visite de leur président national, Daniel Kisimba. La célébration a été particulière, surtout avec la visite d'une forte délégation de Ensemble pour la République, parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Je suis très contente de vous voir très nombreuses. C'est la lutte. C'est la lutte. C'est les combats. On doit aller de l'avant. Une présence qui a sans doute boosté les ardeurs de ces femmes prêtes à soutenir leur leader et modèle, Moïse Katumbi, dans sa vision. Odette Loussa est secrétaire de la Ligue des femmes du COGECA. La femme doit saisir l'opportunité que le monde lui offre en s'impliquant dans son aménagement, dans son entretien. Dans un autre chapitre, Daniel Kisimba a été tour à tour à Kinshasa et Kalemi pour lancer les activités de l'an 2022. Depuis que j'ai été président de COGECA, je n'ai jamais été à Kalemi. Je suis venu palper la réalité de notre mouvement ici à Kalemi. Parce que les enfants ne peuvent pas évoluer seuls sans leurs parents. Alors je suis venu réconforter ma base, ma grande base qui est ici à Kalemi. Il a été également reçu à Kigoma, en Tanzanie, par une délégation du COGECA. Une façon pour le collectif des jeunes katumbistes de porter haut et le plus loin possible l'idéologie katumbiste.
Clôture officielle ce jeudi 10 mars des activités en rapport avec la formation en initiative personnelle organisée par le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises à l'issue de toutes ces activités initiées depuis l'année 2021. Les femmes entrepreneurs lauréates à la formation bénéficiaient non seulement des brevets des mérites, mais aussi d'un financement en nature, dont du PADM PME. Merveille Congolo Pichakola. Elles ont été si nombreuses à participer à la FIP, formation en initiative personnelle initiée par le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises dont le but est de renforcer les capacités des femmes entrepreneurs ici à Lubumbashi. Avant tout, le représentant du coordonnateur national du PADM PME, Raphaël Kakouji, est passé en revue les grandes étapes de la formation. Cette formation a consisté à outiller les bénéficiaires pour former leur caractère entrepreneurial en suscitant 3 valeurs cardinales, à savoir l'autodétermination, l'orientation vers l'avenir et la capacité à surmonter les obstacles ou les difficultés. Clotilde Moipé en est chef d'antenne. Nous avons su nouer une parfaite synergie qui augure des lendemains heureux pour l'écosystème entrepreneurial de Lubumbashi et pourquoi pas de toute la province du Haut-Katanga et de la RDC. Ces femmes entrepreneurs, lauréates à la formation qui a débuté depuis environ 3 mois, ont bénéficié de beaucoup, notamment du financement en nature et des stratégies en entrepreneuriat. Bourrée des connaissances après la formation, Nénette Kaouzi, une bénéficiaire, en témoigne. Mais si tu as kama marchandise inafasa kuchomba, unaregea, unakuwa na buvivu, ausikie tena le courage ya kufanya ile activité. Mais avec la formation ça nous a aidé, hata kama unaanguka, uye koma kulamuka juu ya kuendelesha ile activité tulikuwa tunafanya. Ensuite est venu le moment de la remise symbolique des certificats, et ce, selon les catégories, 20 lauréats pour la formation personnelle et 5 couples pour ceux qui ont été formés en couple. Une belle initiative du PADM PME, saluée par Didier Bakononga, époux d'une entrepreneur. C'est toujours la formation qui nous a montré comment innover encore des choses. Une joie pour les formateurs qui ont consacré de leur temps pour cette bonne formation qui en valait d'ailleurs la peine. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques autorités politico-administratives de la province du Haut-Katanga, parmi lesquelles le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, Bruno Choma, qui a d'ailleurs félicité le PADM PME pour le travail abattu. Le PADM PME confirme par ailleurs poursuivre ses activités même après cette formation, notamment une collecte des données post-formation dont le but est celui d'accompagner les femmes entrepreneurs dans leurs activités. La prise des photos souvenirs, voilà qui a clôturé cette manifestation qui a vécu à la commune de la Campemba ce jeudi 10 mars 2022. Parlons à présent de nous-mêmes. Il s'agit de Nyota Radio et Télévision avec cet autre déplacement vers la capitale Kinshasa pour la production de 2 grands événements sportifs. Et c'est dans la soirée du 9 mars que cette équipe des techniciens et reporters conduite par le directeur général Freddy Tshijika a atterri dans la capitale via l'aéroport international de Njili. Gaylor Chamba est du nombre. L'histoire se répète encore une fois pour cette entreprise de l'audiovisuel, Nyota Radio et Télévision. Une habitude pour cette chaîne qui se veut au cœur de grands événements. Voilà, Nyota Télévision a été encore une fois sélectionnée pour la production de 2 grands événements sportifs dans la capitale ville-province de Kinshasa. À bord de cette compagnie aérienne, l'équipe des productions est au grand complet, avec en tête le directeur général Freddy Tshijika. Nyota est encore incontournable dans la production de grands directs, de grands événements sportifs, culturels et même politiques. À Kinshasa, la capitale, après 2 heures de vol, l'équipe des productions est appelée d'assurer le direct d'abord, la prochaine rencontre entre Otoo contre Mazembe, match comptant pour la Coupe des Confédérations, puis
Les Léopards de la RDC contre le Maroc, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, qui sera produit et diffusé seulement par Nyota Télévision. Faire du sport réellement son affaire demeure la devise de la chaîne étoilée. Le tout-puissant Mazembe Anglebert sera reçu à Douala ce dimanche 13 mars prochain par Coton Sport en marge de la 4e journée de la Confédération africaine de football. Les Corbeaux se sont déplacés pour le Cameroun ce jeudi après-midi par un vol spécial affrété par Moïse Katumbi Chapoué. A noté le retour dans le groupe de Benson Ochaya qui a même participé à la dernière séance avec tout le groupe. Gentis Mutombo Moussuil nous en dit plus. Ce jeudi matin, la pluie s'est mêlée au programme des Corbeaux avant leur envol pour le Cameroun. Une pluie fine qui a laissé place à une condition météo idéale pour le travail. Le temps pour Benson Ochaya de revenir dans le groupe. Le latéral ougandais revient après avoir manqué les 3 matchs de la phase allée. Ochaya n'a plus visiblement des gènes d'une quelconque blessure. Il est sans l'ombre d'un doute prêt pour cette manche retour, à en croire son volume de jeu présenté ces derniers jours. Les Corbeaux ont quitté Lubumbashi à bord d'un vol affrété par le président du club Moïse Katumbi, direction Douala, fief de Coton Sport. Et la femme sous les projecteurs de ce jour, il s'agit de Angélique Kyungu Mwamba, députée provinciale du Haut-Katanga, commissaire en charge du travail prévoyance sociale. Elle parle du thème de l'année. Oui, merci. Je suis députée provinciale, élue de la circonscription du territoire de Mitoaba. Et présentement, j'occupe les fonctions de commissaire provincial en charge du travail, prévoyance sociale. Et j'ai aussi une fondation. Je suis coordonnatrice de la fondation Antoine Gabriel Kyungu Kumanza. Oui, je pense que la femme joue un grand rôle par rapport à l'environnement. Et ce thème, justement, c'était dans le sens de pousser la femme. L'objectif était dans le sens de pousser la femme à sensibiliser, parce que c'est elle qui joue, en fait, un rôle très important par rapport à l'environnement. Donc, c'était vraiment important qu'on retienne ce thème pour permettre à la femme de changer, de modifier tout ce qui est autour d'elle par rapport aussi au réchauffement climatique, comme on l'a dit dans le thème. Moi, je pense qu'il est vraiment important, revenons toujours par rapport au thème, parce que la femme, en fait, elle est au cœur des équilibres familiaux et aussi du développement. Et c'est elle qui s'occupe de la santé, de l'éducation et tout ça. Je pense qu'il est important d'aussi encourager la femme dans ce sens-là. À cette femme-là, en fait, la femme, elle est victime, c'est vrai. Elle est victime par rapport à tout ce qu'il y a comme réchauffement climatique. Vous venez de dire que c'est elle qui s'occupe du bois, c'est elle qui doit chercher, puiser de l'eau. Donc tout ça, donc la femme se trouve au centre, donc elle est victime, comme je venais de le dire là tout à l'heure. Donc tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous, à notre niveau, nous devons sensibiliser cette femme-là pour ne pas tomber, pour ne pas se retrouver comme victime. Parce que le fait de couper le bois et de ne pas replanter, ça pousse à ce que le climat puisse changer. Et puis le fait aussi de ne pas avoir assez, par exemple, de l'eau et tout ça, ce qui fait que la jeune fille, à son tour, ne sait plus aller à l'école et tout.
Donc c'est elle qui doit aider la maman à aller puiser de l'eau. Bon, finalement, c'est elle qui devient une victime. Donc nous, à notre niveau, je pense que nous devons aussi aider nos sœurs qui sont dans les milieux ruraux, les sensibiliser pour voir comment et pour leur dire que c'est vraiment important de ne pas couper les arbres, de ne pas, au fait, donc de ne pas déboiser et tout ça pour permettre à ce que le climat puisse être favorable. Oui, le rôle, en fait, nous sommes là pour la population, nous plaidons pour la population et je pense que nous devons jouer un grand rôle par rapport à la sensibilisation, aller jusque dans ces milieux ruraux pour sensibiliser la femme, afin que la femme puisse mettre de l'ordre tout autour d'elle, afin de protéger son environnement, parce que c'est la femme qui met la propriété, c'est la femme qui est au fait le centre de tout, dans le milieu familial et tout. Donc nous sommes là pour sensibiliser, pas uniquement les femmes, et sensibiliser aussi les hommes, sensibiliser aussi les jeunes. Donc c'est ça même le rôle d'un député. Par rapport à la fondation, bien sûr, je suis coordonnatrice et je ne vais pas me limiter là, parce que je disais tout à l'heure là que je devais descendre dans différents milieux pour sensibiliser. Et en même temps, nous allons sensibiliser aussi nos membres, parce que moi je suis coordonnatrice. Nous allons devoir sensibiliser nos membres pour les aider afin d'éviter à ce que nous puissions avoir des catastrophes. Oui, merci beaucoup. Pour ce mois de mars, en fait, moi je pense qu'il faudrait organiser des ateliers où l'on devra faire un bilan de tout ce qui a été comme revendication, parce que oui, on parle des droits des femmes, nous avons revendiqué, nous avons déposé différents plaidoyers, et qu'est-ce que nous avons reçu? Il y a des avancées et tout. Donc nous devons nous mettre à table, autour d'une table, et discuter là-dessus, évaluer, si je peux dire, qu'est-ce que nous avons gagné depuis que nous avons commencé à revendiquer? Quelles sont les avancées? Donc c'est un peu ça, ce que je peux dire par rapport aux droits des femmes. Par rapport à la jeune femme, à la petite fille, bon, la petite fille d'abord, tout ce que nous pouvons dire, c'est que les parents doivent encourager les enfants à aller à l'école, surtout la jeune fille, parce que la jeune fille, en fait, je peux prendre un exemple dans les milieux ruraux, par exemple, parce que là-bas, vraiment, la jeune fille, elle est là juste pour attendre jusqu'à ce qu'elle sera à l'âge pour qu'on puisse l'épouser, quoi. Donc pour nous, c'est important que la jeune fille aussi fasse son entrée dans le monde de l'éducation, parce que son avenir aussi en dépend. Parce que quand nous disons que la femme puisse aussi être active dans le monde politique, elle doit d'abord aller à l'école. Donc c'est vraiment important de sensibiliser les parents, d'envoyer les jeunes filles à l'école. Nous allons vous rappeler que Angélique Kyungu est actuellement commissaire provinciale en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale dans le gouvernement du Haut-Katanga, dirigé par l'honorable Jacques Kiaboula Katoué. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.